Parfois, on arrive à dénouer des conflits sur des petites choses. Hein. Vous m'avez pas dit bonjour au rez-de-chaussée il y a 3 semaines. Donc, moralité, un avocat ne gagne pas forcément 15 000 € par mois. Mais selon toi aussi, qu'est-ce qui est vraiment difficile dans ce métier d'avocat, de façon générale ? Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler du métier d'avocat et plus particulièrement du métier d'avocat spécialisé en droit immobilier, car aujourd'hui j'ai le plaisir et la joie de recevoir Maître Chloé Picard qui est avocate au barreau de Lyon, qui va nous parler de son métier, de sa spécialité et puis également de tout ce qu'il y a autour du monde des avocats. Tout d'abord, ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, on va tout d'abord présenter de façon générale le métier d'avocat, ce que fait concrètement un avocat, plus particulièrement spécialisé en droit immobilier. Ensuite, on parlera de ton parcours universitaire, quelles études tu as fait, comment s'est passé le CRFPA, comment s'est passée la transition entre le monde estudiantin et le monde professionnel. Ensuite, on va parler de la journée type de l'avocat. J'imagine que forcément, toutes les journées ne se ressemblent pas forcément, donc c'est ce dont on abordera tout à l'heure dans la vidéo. Quels sont les contentieux qu'on a à traiter lorsqu'on est avocat en droit immobilier, parce que c'est pas avocat en droit pénal, c'est pas avocat en droit des affaires, donc j'imagine que les litiges immobiliers sont assez particuliers. Quelle est la charge de travail de l'avocat ? Est-ce que on peut réussir à concilier vie pro et vie perso ? Est-ce qu'on peut avoir des vacances quand on est avocat ? Ensuite, la question du salaire, la rémunération, combien gagne un avocat ? Est-ce que ça dépend du nombre d'affaires par exemple, ou est-ce qu'il y a un salaire fixe ? Et puis enfin, dans la dernière partie de la vidéo, on va plus précisément parler de la vision du métier d'avocat sur le plan personnel, c'est-à-dire pourquoi avoir choisi le droit immobilier, pourquoi s'être inséré dans cette branche que pas grand monde ne connaît finalement, du moins le grand public connaît assez peu. Et puis ensuite, on parlera également de savoir si, selon toi, pas de boule de cristal, mais si selon toi, le métier d'avocat est encore avocat spécialisé en droit immobilier, a encore du futur, c'est-à-dire est-ce que c'est un secteur bouché ou pas ? Donc ma première question, Chloé, c'est est-ce que tout d'abord, tu peux nous dire en quoi consiste le métier d'avocat en droit immobilier ? Eh bien, le métier d'avocat en droit immobilier, c'est d'abord le métier d'avocat. Le métier d'avocat, c'est la défense. Donc le contentieux, défendre les intérêts du client, et le conseil. Donc pour défendre, il faut conseiller aussi en amont le client, et parfois il n'y a que du conseil, on est dans une phase où il n'y a pas besoin de défendre des intérêts, on n'est pas en procédure, donc c'est une phase de conseil. Donc le métier d'avocat, ça allie les deux, le contentieux et le conseil. Et puis en droit immobilier, c'est le cœur de la matière. Le droit immobilier, c'est tout le droit qui concerne l'immobilier en général, donc la location, la vente, la construction, la copropriété, le voisinage et de manière plus élargie aussi l'urbanisme. C'est très varié, c'est ça qui est intéressant dans cette matière. Il peut y avoir des problèmes de construction, un promoteur qui construit un immeuble avec des lots qui ont des malfaçons, des vices ou une maison. Ça peut être aussi des problèmes de copropriété avec des travaux qui sont faits sans autorisation sur des parties communes, des contestations d'assemblée générale. Ça peut être aussi des troubles anormaux du voisinage en termes de bruit. On a beaucoup cette problématique, notamment depuis la crise sanitaire où on s'est cristallisé oui, parce qu'on est resté chez nous et le bruit a été perçu de façon plus intense. Donc ces problématiques-là, de troubles anormaux de voisinage, de servitude de passage, etc. Et puis tous les problèmes de location commerciale, donc les baux commerciaux, où là aussi on a eu une grosse problématique avec la crise sanitaire, tous les commerçants, les artisans, les industriels qui avaient des loyers à payer. Donc c'est des problématiques de loyer impayé, mais aussi de renouvellement de baux, d'indemnité lorsque le bailleur donne congé, et puis en matière d'habitation, les problèmes de décence du logement, d'impayés, de troubles également de jouissance, avec la location Airbnb, on a eu beaucoup de jurisprudence là-dessus, donc c'est aussi varié que riche. Alors, c'est un petit peu le destin qui m'a menée vers cette matière. C'est souvent le destin.
J'ai un parcours de manière générale qui est tourné vers des matières transversales. Arrivé à l'école, il faut choisir un module où on va choisir une matière de fond et on nous dit soit vous choisissez une matière que vous connaissez déjà pour approfondir, soit une matière que vous allez découvrir pour élargir votre palette. Et moi je me suis dit, comme j'ai un parcours assez transversal, je vais choisir une matière de fond que je vais apprendre à connaître. Et on avait ce module droit des biens, donc, qui concerne le droit immobilier, qui m'intéressait parce que c'est des choses qu'on va un tout petit peu en première année, mais qu'on ne développe pas vraiment. Et puis surtout, il faut se poser la question du débouché. Et là, à l'époque, on nous disait le secteur du droit du travail, du fiscal, c'est un peu bouché, et choisissez des choses qui vous permettront de vous ouvrir des portes. Et le droit immobilier, c'est entre guillemets une niche, on n'est pas énormément à en faire vraiment que ça. Souvent, on en fait un petit peu par petites touches, mais des cabinets qui ne font que ça, on est assez peu nombreux au final. J'ai un bac éco, assez transversal aussi, j'aime bien être généraliste. Licence de droit à Lyon 3, master carrière judiciaire à Lyon 3, parce que justement je voulais m'ouvrir le maximum de portes possible. Et puis ça portait sur de nombreuses matières que j'aimais bien, j'avais pas envie de choisir. Et puis j'aimais bien la procédure. Et puis, procédure civile, pénale ? Ouais, j'aimais bien. Procédure civile d'exécution aussi. Oui, j'ai eu un flash pour cette matière au Master 1 qui est pourtant pas quelque chose de très sexy, mais elle m'a été bien enseignée et du coup en Master 2 j'ai choisi aussi de me tourner vers la procédure en me disant si je fais un métier judiciaire ça sera nécessairement une carte hors poche. Et donc j'ai fait un Master 2, voie d'exécution, procédure, contentieux. Alors je précise juste, voie d'exécution, procédure civile d'exécution, c'est tout ce qui est saisie, tout ce qui est expulsion notamment. Ouais, alors c'est saisie conservatoire en amont pour s'assurer qu'on va être payé. Et puis ensuite, une fois qu'on a le jugement, de pouvoir l'exécuter pour obtenir le paiement des condamnations. Et ça, c'est par exemple des litiges que tu as à connaître en tant tout avocat aura cette problématique-là. C'est bien d'avoir un bout de papier, mais il faut encore pouvoir l'exécuter. Voilà. J'étais dans la moyenne. Voilà. Lyon 3 est assez haute en compétences. Donc j'étais toujours j'étais dans une moyenne de 12. Et puis après, jusqu'en Master 1, Master 2 à Grenoble. On était une petite promo de 12. Et je me suis passionnée pour ce Master. Et donc j'ai eu des très bonnes notes, j'ai majoré. J'ai eu une mention. Oui, parce que la matière te plaisait. Et c'est vrai que d'étudier quelque chose qui nous plaise, ça n'a rien à voir. Finalement, on a encore plus envie de travailler, on a envie d'être le meilleur. Puis en Master 2, on a quand même beaucoup plus de temps pour approfondir les choses, il faut le dire. On a moins de cours, donc c'est un peu plus facile de prendre du temps de faire les choses et de vraiment s'y mettre à fond. Après, ça a été mon année la plus sympa de mon parcours. La plus sympa, ouais. Ah oui, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la radio sur Radio Campus. J'ai donné des cours de théâtre à la maison d'arrêt de Vars. Ok, waouh. En Master 2. Et ben justement, donc j'étais adhérente au GENEPI. Pas pour boire de la bière, bien que c'est très bon. Mais c'est le groupement d'étudiants national pour l'enseignement aux personnes incarcérées. Et donc j'ai été membre de cette association. Et c'est grâce à cette association que j'ai fait ces cours de théâtre en maison d'arrêt. C'était très instructif de découvrir la prison de l'intérieur, de faire cet exercice-là aussi, parce que c'est un public particulier. Et ça m'a amené à découvrir les problématiques procédurales en prison, notamment au regard du droit européen. Bien sûr. Et à cette époque-là, donc c'était en 2008, voilà. On avait toute la question de savoir ce qu'il fallait que la procédure disciplinaire soit conforme au droit européen, notamment à l'article 6. Principe du contradictoire. Voilà, donc procès équitable. Et donc j'ai fait mon mémoire là-dessus. D'accord, super intéressant, parce que c'était dans l'air du temps. C'était procédural, c'était quelque chose qui était en train d'évoluer, et oui, donc c'était hyper intéressant de le faire.
Oui, j'ai fait un stage. Alors, mes premiers stages, c'était en troisième. Hein. C'est Ok, vraiment très très ok. loin. Oui, mais c'est bien aussi parce que je sais qu'il y a des études, enfin, il y a des personnes qui sont pas encore étudiants, qui justement s'intéressent au droit de façon générale, peut-être au droit immobilier déjà, en troisième, en quatrième. Et donc, bah, ça commence souvent tôt, justement, une vocation. Alors, tu peux nous en dire plus déjà de ce stage en troisième? Oui, alors j'étais stagiaire à la Cour d'appel de Lyon. Ah oui, ok. Donc, ouais, c'était hyper impressionnant. Tombé en plus en février, je crois, donc c'était sur les sessions d'assises. Ok. Donc, j'ai pu assister à des procès d'assises au premier rang devant les pièces à conviction. Waouh. Ouais, j'avais à peine 15 ans. Et Donc, tu te souviens de ce que tu avais vu comme affaire? Ah oui, c'était un procès d'un homme qui avait poussé un autre homme d'un balcon dans le cadre d'une soirée un peu arrosée. Waouh. Il y avait un problème il y avait une hache, donc je crois qu'il lui avait coupé l'oreille avec une hache. C'était... Ouh là là, bah, non, ouais, dis donc, en tout cas, ça marque, effectivement. Ça m'a marqué, ouais. Et par la suite? Et puis c'est très théâtral, hein, que moi j'adorais, hein, parce que la Cour d'appel de Lyon, si vous avez l'occasion d'aller voir des procès, c'est génial pour ça. En plus, ils l'ont tout refait d'extérieur, là, il y a peu de temps. Oui, hein. et puis l'intérieur, c'est des plafonds de 10-15 mètres, des dorures, c'est magnifique. Hein. Et donc ce stage m'a vraiment plu. Et ma seconde, j'ai fait un stage en cabinet d'avocat où là c'était un peu moins drôle. Pour le coup, j'ai ma première expérience avec le cabinet d'avocat, c'était un peu moins sympa parce que c'était un cabinet d'affaires. Donc, d'accord, ah oui. Droit des sociétés, et je suis arrivée à un moment où c'était des convocations d'assemblée générale. Ah oui, ok. Où j'ai fait des envois de convocation. Voilà, donc c'était un peu moins sympa. En Master 1, j'ai fait un stage de 2-3 mois dans une banque, au service contentieux, et donc c'était l'occasion d'appliquer les cours que j'avais eus. Et tu y faisais quoi? Alors j'étais chargée, alors comme ils avaient vu que je dépotais, au départ je devais donner un coup de main sur le portefeuille contentieux, donc relance client, recouvrement, etc. Et puis au final j'ai fait tout un audit du portefeuille sur quelles garanties on pouvait mettre en place pour sécuriser les créances, etc. Et puis, à l'école des avocats, on a un stage de 6 mois, PPI, où il faut faire un stage dans un endroit autre qu'un cabinet d'avocats. Ouais. Et donc, j'ai fait un stage dans une autre grande banque, où là, j'étais toujours dans le service contentieux juridique, mais entreprise cette fois-ci. D'accord. Donc c'était encore plus intéressant, là il y avait des gros enjeux financiers, donc il y avait tout l'aspect garantie, sécurisation des créances, protocole, on était en direct avec les clients et en lien aussi avec les huissiers et les avocats, on suivait les procédures, donc c'est vraiment l'application concrète de ce que j'avais vu. Ouais, donc tu recommandes vraiment de faire des stages pour voir concrètement comment ça se passe. Oui, parce que ça m'a donné l'aspect entreprise. Oui, bien sûr, le côté... et j'avais aussi l'aspect judiciaire, mais... J'avais vu que le judiciaire pénal, etc. Donc là, ça donne une idée du droit en entreprise, qui est abordé très différemment. Différemment que le droit particulier, c'est sûr. Oui, la procédure, si on veut faire du droit immobilier contentieux, parce qu'on peut très bien être juriste en droit immobilier et ne pas faire de contentieux. Après, c'est toujours plus simple de comprendre ce que fera l'avocat si on a un peu de base en procédure, mais la procédure civile, c'est évidemment fondamental, bien sûr. Droit des contrats. Droit des contrats, parce que finalement, c'est beaucoup de contrats. Hein. La vente immobilière, il offre l'acceptation. Voilà, j'ai des dossiers de plus en plus aujourd'hui parce que les prix enflent, et donc il y a encore plus de crispation. Droit de l'urbanisme, ça peut être intéressant aussi, c'est un plus. Qui amène aussi un peu de droit pénal, parce que dans l'urbanisme, il y a un peu de droit pénal aussi. Mais vraiment, droit des contrats, droit civil, une bonne base en droit civil, droit des contrats. Ouais, d'accord. Okay. Après, il y a des masters spécialisés en immobilier. En immobilier, là, on voit la location, la vente, la construction, la copropriété. C'est des règles très particulières qu'on ne vous verra pas jusqu'au master 2. Master 2, si on fait un master spécialisé, oui. Alors, elles se suivent mais ne se ressemblent pas, donc c'est un peu particulier de te décrire ça, mais si on fait la moyenne des journées, voilà, une journée type d'avocat, on arrive à son bureau, on check ses mails, on regarde s'il y a des urgences à traiter, on passe un coup d'œil sur l'agenda. Ouais. Voilà, pour se rappeler ce qu'on a, parce qu'on fait des points assez réguliers tous les 15 jours, un mois, mais le matin, je regarde aussi ma journée.
je peux avoir des coups de fil à passer parce que la veille, j'ai pas eu le temps de rappeler les clients. Ensuite, je peux avoir une audience, donc je pars en audience. Je reviens au cabinet en fin de matinée, je fais mon compte-rendu d'audience, j'informe le client de comment c'est passé, je note mes dates de renvoi. Bon, après, il y a une petite pause déjeuner, évidemment. Hein, quand il faut quand même manger, oui, quand on a le temps. Puis, je peux partir sur une réunion d'expertise, par exemple, l'après-midi, donc ça peut être très loin ou juste à côté. Comme je peux aussi avoir un rendez-vous client, et puis en fin de journée, quand je reviens au cabinet ou quand j'ai fini ce rendez-vous, faire des recherches, parce que voilà, il faut vraiment creuser les dossiers pour faire les consultations, et puis après de la rédaction d'actes, assignation, conclusion, et puis établir la facture qui correspond à l'acte qu'on vient de faire, répondre aux mails. Donc c'est des journées très très chargées quand même. Ouais, quand on est seul à bord, oui, on a toutes les clés et on doit s'occuper de tout. Donc, ça va du simple travail administratif, d'envoi de mail, de photocopie, d'établissement d'une facture, de l'envoi au client, jusqu'à la recherche très pointue de jurisprudence et d'argumentation et de construction de stratégie. Il y a beaucoup de recherches, c'est-à-dire que quand on finit son cursus juridique, on est loin de tout connaître sur le droit, c'est-à-dire sur le droit immobilier particulièrement. C'est-à-dire qu'on apprend tous les jours, j'ai l'impression. Oui, c'est un métier où on apprend tous les jours, c'est tout l'intérêt de cette profession, on s'ennuie jamais. Ça crée du stress parce que voilà, ce qu'on ne connaît pas fait peur, et on veut toujours choisir la meilleure stratégie, donc il y a beaucoup de réflexion et beaucoup de travail là-dessus. Voilà. C'est pas toujours visible, mais... Oui, j'imagine qu'en amont, il y a beaucoup de travail quand on voit l'avocat à l'audience. En amont, c'est-à-dire qu'il y a des recherches, il y a de l'argumentation, et souvent, je pense que les week-ends doivent être assez remplis aussi. Les nuits aussi. Les nuits aussi, j'imagine. Ça cogite pas mal. Des fois, on se réveille et on se dit, mais si je faisais comme ça. On n'a pas des horaires de bureau, entre guillemets. C'est les tâches qui font que, parce que, alors, et encore, je fais pas de pénal. En droit pénal, vous pouvez avoir des audiences qui finissent à minuit, 1h, 2h. Donc, on n'est pas maître de son calendrier. Mais la journée type, à 8h30, on s'arrête vers 12h30, une petite pause d'une heure, et puis on reprend, et le soir jusqu'à 19, 20h, et parfois des nocturnes. Voilà. Les week-ends, j'ai eu à travailler beaucoup les week-ends quand j'étais collaboratrice, voilà, parce qu'on quand on commence, on prend sur son temps personnel beaucoup pour faire les dossiers et construire sa clientèle, et de moins en moins j'essaye de me consacrer des temps vraiment où je coupe, parce que le cerveau a besoin de couper. Bien sûr. Et t'as des vacances ? Oui. Tu te prends des vacances ? Tu es obligé d'en prendre. Nous ne sommes pas des machines. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est des vraies vacances ou c'est des vacances un peu, je regarde mon téléphone de temps en temps Quand on est à son compte, quel que soit le métier qu'on fait, on a toujours cette inquiétude de dire, voilà, il faut que tout se déroule bien. D'autant plus que moi, j'ai personne qui prend la main derrière pour le moment. Donc, oui, on check toujours un peu ses mails. Moi, j'essaye de déblayer, entre guillemets, au maximum tout ce que je peux faire avant de partir, et d'être sûr que j'ai pas de date qui tombe. Voilà. Donc, si on s'organise bien, on peut avoir des vraies vacances, mais comme des cadres ou des salariés qui ont des emplois à responsabilité, il y a toujours un petit peu du check de mail. Bien sûr. Je dirais pas que c'est difficile, c'est une question d'organisation. Il faut de toute façon savoir se ménager des temps personnels pour être toujours performant sur le plan professionnel. Et c'est une question d'organisation. Voilà, on aura des semaines, c'est pour ça qu'il y a des semaines, il y a des audiences. Je sais que de toute façon ça n'est pas possible et que je vais finir tard. Bien sûr. Il faut s'octroyer des pauses en disant voilà, soit c'est sur le midi, soit c'est sur le soir, je fais du sport. Mais en règle générale, on arrive bien à combiner les deux. Après, ça dépend ce qu'on veut faire aussi. Si on est collaborateur, qu'on ne veut pas développer de clientèle, on peut tout avoir une vie personnelle très très riche. Si on veut se lancer et construire sa clientèle, ça nécessite, c'est sûr, des sacrifices certaines fois sur des temps personnels, notamment juste pour aller à des apéritifs, des cocktails où on va rencontrer des clients, prospects. Ça nécessite de prendre du temps. Je sais pas, l'administratif, les plaidoiries peut-être Ah non, la plaidoirie c'est un exercice qu'on adore.
c'est hyper important, c'est le cœur du métier. Ouais. Et on a de plus en plus tendance à nous dire bon, vous avez tant de minutes et c'est pas plus, quoi. Donc c'est quelque chose sur lequel on est très vigilant, parce que des fois il suffit d'un petit mot, d'une petite phrase, attention, j'attire votre attention sur ça. Le magistrat, parfois, de moins en moins, ils ont le temps de vraiment de creuser les dossiers, parce qu'ils ont pas beaucoup de moyens. Donc c'est encore plus important de plaider le dossier. Les difficultés éventuelles, c'est pas des difficultés, c'est des choses qui sont... qui font partie du métier. Qui font partie du métier, hein. Il y a des avantages et des inconvénients, mais là, aujourd'hui, ce qui est compliqué pour moi, je trouve, c'est qu'on a tellement d'inflation législative qu'il faut suivre le rythme. Et quand on est à son compte, c'est compliqué de se former sur les nouveautés et de gérer son cabinet en même temps. Donc c'est quelque chose qui est rendu de plus en plus complexe du fait qu'on a de plus en plus de lois qui sortent fréquemment. Là, on a la loi LU en 2014, la loi LA en 2018, la loi climat qui vient de tomber. En même temps, on a une réforme de la procédure civile. Donc c'est des données qu'il faut absorber rapidement et se mettre à la page sur des choses pratiques qui changent et qui sont essentielles, parce que on fait de la procédure et donc tout acte doit être fait correctement. Je dirais que c'est ça, et la vulgarisation aussi au niveau de l'explication aux clients. Du coup, expliquer des choses très compliquées qui sont rendues encore plus compliquées parce que la loi est pas toujours très bien rédigée. Surtout en droit IMO, c'est très technique. C'est très technique, donc c'est vraiment un exercice très compliqué, la vulgarisation, d'expliquer aux clients très simplement les règles et ce qui va se passer. C'est de plus en plus compliqué. D'accord. Non, je plaide pas tous les jours. Non, tu plaides pas tous les jours, c'est-à-dire que ça... Une fois par semaine, Oui, 1 à 2 fois par semaine, environ. Mais l'avocat ne fait pas que plaider. Non. Alors, en droit immobilier, il y a des plaidoiries, effectivement, tu l'as dit. Alors, je crois, si je ne me trompe pas, il y a quand même une tendance à avoir de moins en moins de procédures orales, peut-être en procédure civile. Je ne sais pas comment ça se passe en droit immo, mais la tendance, c'est un petit peu ça, la baisse, la réduction Non là aussi, c'est binaire, procédure orale, procédure écrite, mais en procédure écrite, on va aussi plaider. Donc il n'y a pas de lien vraiment entre ces deux natures de procédure, mais de plus en plus, les magistrats, nous disent, voilà, bon, j'ai compris, j'ai vu le dossier, vous avez juste à faire quelques observations. Donc c'est des fois un peu frustrant. Et il y a le législateur qui a imposé, notamment pendant la crise sanitaire, des audiences sans plaidoirie. Oui, ça doit être assez particulier. On est très vigilant au niveau de la profession là-dessus. Je pense après c'est la nature, c'est ma nature, la personnalité qui fait que... je dis pas que c'est un exercice facile dès le départ, les premières plaidoiries, on tremble comme une feuille, et encore je fais pas du droit pénal, donc c'est encore plus impressionnant, mais c'est un exercice qui se prépare, qui se construit. C'est pour ça que j'explique aux clients, le temps de plaidoirie, en amont, il y a la préparation du dossier de plaidoirie et il y a la remise dans le dossier, parce que maintenant on a des procédures qui durent très longtemps et parfois on arrête d'argumenter, on a tout dit et on est audiencé que 1 an et demi après. Donc il faut se replonger dans le dossier, donc c'est un temps on reprend le dossier, on se le réapproprie et c'est un vrai exercice d'argumentation, d'éloquence, de conviction, et donc de rhétorique. Donc c'est aussi un exercice intellectuel qui est intéressant, mais qui se construit. Et au départ, on écrit, on se dit, faut pas que j'oublie de dire ça, je vais dire ça d'abord, puis je vais commencer par mes petites phrases et puis en fait, on se rend compte que au jour J où il y a l'audience, tout change parce que le président nous interroge et qu'il faut répondre, et qu'en fait, ça déconstruit tout ce qu'on avait prévu. Donc au départ, en tout cas, moi, je les construisais beaucoup. Et puis maintenant, au fur et à mesure, du freestyle. Non, pas du freestyle, ça dépend des dossiers. On connaît le cœur du sujet, on sait tout de suite où le magistrat, quand on commence l'audience, on voit si le magistrat déjà a regardé le dossier ou pas, et donc on aborde la plaidoirie différemment. S'il a déjà vu le dossier, je vais pas lui rappeler toute l'histoire, je vais vraiment sélectionner vraiment le nœud du problème. Par contre, si le magistrat n'a pas ouvert le dossier, je vais faire vraiment cet effort de reprise de l'intégralité des faits et de construction. Ok. Je pense qu'il faut être très concentré sur ce qu'on veut dire. D'accord. Parce que plus on se concentre sur ce qu'on veut dire, plus on oublie le cadre, en fait, le paysage. Qu'est-ce que je veux dire et qu'est-ce que je veux démontrer ?
Et plus on reste focus là-dessus, et plus on oublie ce qu'il y a autour. Alors évidemment, au départ, c'est un peu impressionnant, mais puis après, il y a l'expérience. Mais connaître son sujet aussi, je pense, c'est quand même pas mal. Très bien maîtriser son sujet, bien évidemment. Son dossier. Et puis, pourquoi pas s'entraîner aussi tout seul. Hein. Bien sûr. Devant son miroir. Le premier plaidoirie, je les disais. Hein, et donc, après, et puis se dire que c'est des personnes comme nous qui ont commencé. Voilà, je me disais souvent ça, oui, ils ont tous commencé un jour, et donc je serais peut-être pas la plus performante sur mes premières années, mais au fur et à mesure, je vais m'améliorer. Donc voilà. Et puis même encore, vous allez avoir des confrères qui ont 20-30 ans d'expérience qui vous diront, sur celle-ci, j'aurais pu faire mieux. Voilà. Alors moi, je suis en train de compléter mon cursus avec un diplôme universitaire de médiation. D'accord. Donc c'est un mode de résolution amiable des litiges. Donc on est hors judiciaire, ou alors pendant le cours du procès on s'engage dans une médiation, et ce sont c'est un processus que j'aime particulièrement parce que ça met en place des mécanismes de communication non violente. On va vraiment chercher le nœud du problème. Et donc, j'ai eu comme ça 2 dossiers qui sont résolus avec des médiations où j'ai vraiment ressenti que j'avais vraiment apporté ma pierre à l'édifice pour la résolution du problème, où on a un aspect quand même très psychologique. Bien sûr. On va vraiment chercher quelles ont été les émotions qui n'ont pas été digérées et quels sont les sentiments derrière et pourquoi ça a été mal compris. Et parfois, on arrive à dénouer des conflits sur des petites choses. Hein. Là, vous m'avez pas dit bonjour au rez-de-chaussée il y a 3 semaines. C'est souvent ce que j'allais dire, c'est des conflits de voisinage. Et oui, mais après, ou sur des problématiques de bruit, on a des solutions qui sont hyper efficace qu'un procès aurait mis 3 ans à traiter. Et donc j'ai eu 2 dossiers comme ça qui se sont résolus avec des médiations où ça va vite, ça coûte moins cher, et surtout on a résolu le cœur du problème. Voilà, le cœur du problème, et après les gens s'entendent bien, ils vont manger ensemble, ils partent en vacances ensemble. Oui, alors j'irai pas jusque là, mais du coup c'est en tant qu'avocat, moi j'étais hyper fière. Et c'est quelque chose à développer. Et d'ailleurs, la communication non violente, maintenant, c'est enseigné dans les classes primaires. D'accord, je pense qu'on devrait tous en faire. Ouais, oui, c'est vrai que le monde serait meilleur, voilà. Ok. Alors déjà, on parle pas de salaire. Ouais, alors comment ça se passe parce que pour ceux qui nous regardent, le métier d'avocat, il est envisagé sous l'angle libéral. Il y a très peu d'avocats qui sont salariés. C'est un métier où on va construire son entreprise et donc on va construire sa clientèle. Donc il y a des honoraires qui sont perçus et ça n'est pas un salaire donné par un employeur. Quand on est jeune, on commence comme collaborateur, on perçoit une rétrocession d'honoraires, donc c'est le cabinet qui va nous rétrocéder des honoraires que les clients payaient sur les dossiers qu'on aura travaillé pour le cabinet. Donc on a des barèmes plafonnés qui sont fixés par le barreau de Lyon, par exemple, et par tous les barreaux différents. Donc on a des minimums qui sont aujourd'hui aux alentours de 2600 bruts, 2700 je crois, c'est un peu évolué. Donc ça c'est quoi, 2700, ça veut dire 2700, ce n'est pas ce qui va dans la poche. Ouais, c'est ça. Comme on est libéral, on doit payer ses charges. D'accord. Alors quand on est salarié, eh bien, les charges sont directement prélevées sur la fiche de paye, donc on voit toutes les charges. Nous, on a ces mêmes charges, mais c'est nous qui les payons, c'est pas notre patron. Bien sûr. C'est donc là, tu parles quand tu es à ton compte. Là, voilà. D'accord. Même quand on est collaborateur, parce qu'on est collaborateur libéral. Donc on travaille pour un cabinet, mais on a un statut libéral. Donc c'est à soi d'aller s'inscrire à l'URSSAF, de prendre une prévoyance, une mutuelle. Donc on a tout à faire comme un vrai patron qui a son entreprise. Et on est plus chargé, donc on a entre 35 et 40% de charges au début. Donc il faut enlever ces 40% des 2600, 2700 bruts. Donc on commence sur des grilles qui sont très très basses par rapport à des sorties d'études assez longues, où on commence beaucoup plus haut. Après, il y a une perspective d'évolution qui est beaucoup plus grande. Tout dépend de la façon dont on veut évoluer, quel cabinet on choisit, quelle forme de travail, comment on envisage de travailler. Et là, j'ai regardé les dernières données. On est sur un revenu médian dans la profession qui est de 43 000 euros. D'accord. Donc, revenu médian, c'est parlant
pas comme le revenu moyen qui est au double, parce que le revenu moyen est à 77 000. Les avocats qui gagnent très bien, d'accord. Voilà, on a un infime pourcentage qui gagne très 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 bien sa vie. Et on a aussi des avocats qui travaillent à l'aide juridictionnelle, donc font l'effort de défendre tous les justiciables qui n'ont pas les moyens, et donc qui ont des revenus beaucoup plus modestes. Donc le revenu médian, il est parlant parce que c'est vraiment la fourchette qui correspond à la véritable photographie des choses. Et un revenu médian de 43 000 €, je pense qu'on peut l'estimer à entre 5 et 10 ans de carrière. Ouais, d'accord, ok. Brut, et tu parles de brut. Alors je parle de revenu imposable. D'accord, ok, d'accord. Pas de chiffre d'affaires. Ok, d'accord. Ça veut dire que le chiffre d'affaires, il est beaucoup plus élevé, il est entre 70 et 80. D'accord. Et quand on enlève toutes ces charges, eh bien on tombe sur le revenu de 43 000. Voilà. Et 43 000, on va payer ses impôts après. Bien sûr, ok, super. Donc moralité, un avocat ne gagne pas forcément 15 000 € par mois. Déjà, ça dépend des domaines. Ouais. Il y a des domaines qui, je pense, sont plus lucratifs. Et là, c'est la vérité. Je pense que droit pénal, c'est un peu moins rémunérateur. Quoique, ça dépend. Ça dépend si vous devenez Eric Dupond-Moretti. Voilà, c'est sûr, bien évidemment. Et donc, justement, il y a le domaine, je pense, il y a l'expérience. Et il y a aussi la notoriété. Peut-être, comme tu l'as dit, un avocat très connu va peut-être prendre plus d'honoraires qu'un avocat... Ça fait partie de nos principes déontologiques. Voilà, la fixation de nos honoraires, ça n'est pas j'ai une étiquette sur un produit et ça vaut tant et c'est le même prix pour tout le monde. D'accord. On a des principes déontologiques qui font qu'on fixe nos honoraires en fonction de la situation de fortune du client. D'accord. Donc on prend en compte combien gagne le client. Tout à fait. Okay. Est-ce que l'avocat est connu, reconnu ou pas ? Est-ce qu'on a une spécialité dans la matière et la complexité du dossier. Donc tous ces éléments, ils sont pris en compte pour le chiffrage de l'honoraire. Déjà, il faut avoir l'envie de s'installer. On n'a pas tous l'envie de s'installer quand on est à l'école. Moi, j'ai des confrères qui n'avaient pas forcément envie de monter un cabinet, qui voulaient exercer la profession, mais qui ne voulaient pas forcément monter de cabinet. Si on veut monter son propre cabinet, je pense que l'expérience s'acquiert auprès d'autres avocats plus expérimentés et que c'est vraiment indispensable. Une installation en sortie d'école, ça me paraît quand même très très compliqué, encore plus aujourd'hui avec les différentes législations qui se compliquent de plus en plus. Et on n'a pas les réflexes. Voilà, on découvre tout. Donc pour moi, c'est hyper intéressant d'avoir une première expérience en collaboration. D'ailleurs, avant l'école, on avait une période de stage de 2 ans, donc on était stagiaire avocat, et maintenant ça a été supprimé. Donc on a un stage de 6 mois en sortie d'école, et après on est collaborateur. Ok. Toi, ça a duré combien de temps la collaboration ? Moi, j'ai fait une collaboration de 4 ans, dans un cabinet spécialiste en droit immobilier. Et après, j'ai fait 2 ans dans un cabinet un peu plus généraliste, mais j'étais dans un pôle immobilier. Et je me suis installée à la fin de ma 6e année. Donc ça fait 6 ans d'expérience dans un autre cabinet, et ensuite tu t'es installée à ton compte. Une fois que tu as acquis tous les codes, si je puis dire. Surtout, j'ai découvert le droit immobilier en sortie d'école, donc c'était une matière que je découvrais. Après, si on a fait déjà un master 1, un master 2, par exemple en droit du travail, ça serait peut-être un petit peu plus simple de s'installer en sortie d'école parce qu'on aura déjà la matière de fond, mais très sincèrement, on n'a pas les réflexes d'un avocat dans la pratique. Et sur le plan déontologique aussi, il y a des réflexes à prendre. C'est un métier à responsabilité. Donc vraiment, je déconseille l'installation sèche. Déjà qu'on a des angoisses seuls, collaborateurs, seuls, sans entre guillemets, sans patron, sans cabinet qui nous coach. C'est pas facile. C'est pas facile. On conseille des gens, on défend des gens. Donc il y a des enjeux hyper importants. Et moi, je fais du droit immobilier, mais en droit pénal aussi, le droit immobilier, il y a des enjeux financiers qui ont des impacts sur la vie personnelle des gens. Donc c'est très impactant. Il faut vraiment avoir cette idée en tête de la responsabilité. On est responsable de ça. Donc ça doit jouer sur la façon dont on aborde, la façon dont on va pratiquer aussi. Ok. Oui, après, j'ai eu des expériences en stage qui m'ont quand même mis un pied dans le monde du travail, donc ça m'a aidé. Mais ça fait peur, oui, parce que ça y est, tout de suite, on va en audience tout seul, on n'a pas le maître de stage à côté. Si on a un incident, ou que le magistrat n'est pas content, que le confrère produit des choses qu'on connaissait pas, voilà, c'est le grand bain, quoi.
Le droit immobilier a de la place pour Ouais. les jeunes avocats, même les jeunes juristes en droit immobilier. Pourquoi ? Parce que le droit est de plus en plus compliqué. Donc on a besoin de personnes qui connaissent, qui ont des compétences en la matière, sur le conseil et sur le contentieux. Et je pense vraiment que oui, il y a de la place pour les jeunes dans cette matière-là. En tant qu'avocat. À Lyon, par exemple, on n'a pas beaucoup de cabinets qui sont spécialisés. D'accord. Il y a pas mal de recrutement quand même. D'accord. Et moi, personnellement, voilà, j'ai cherché à trouver des étudiants qui connaissaient un peu le droit immobilier. Et on ne trouve pas vraiment. Ouais. Donc, si vraiment ça plaît, tout de suite faire un master de droit immobilier. Et il y a de la place pour ces jeunes, vraiment. Ouais. Ok, merci en tout cas pour ces belles informations. Et de façon générale, merci beaucoup Chloé pour ton temps, pour le temps que tu as pris. J'espère que tu as apprécié ce moment. J'espère aussi que la vidéo suscitera des vocations, peut-être en droit immobilier. Les gens me diront « ouais, j'ai regardé ta vidéo avec Chloé, c'est incroyable, je veux devenir avocat en droit immobilier. » Je le souhaite. C'est le but de la vidéo aussi, de mettre en avant quand même cette partie du métier d'avocat qui est assez peu connue. On connaît les avocats en droit pénal, on connaît les avocats en droit des affaires, avec Spectre, Suits, tout ça. Mais les avocats en droit immobilier, il n'y a pas de série sur les avocats en droit immobilier. Peut-être qu'un jour on verra Chloé Ficard, avocate à Barognan, faire une série sur les avocats en droit immobilier où elle va tenter de concilier, de faire la médiatrice entre deux personnes qui ne peuvent plus se supporter dans l'immeuble. En tout cas, merci beaucoup Chloé. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de mettre un pouce bleu, ça donne énormément de soutien pour la chaîne. N'oubliez pas également pour les prochaines vidéos et interviews de vous abonner. Et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!